Alors, on reprend. Alors, si vous êtes là, vous me dites. Donc, désolé pour les coupures là. Vous me faites signe dès que vous recevez. Donc, on reprend là où on était. Merci. Merci. Allez, on va reprendre. Donc, le grattage méthodique de Brock. Merci. Merci. Donc, c'est bon, parfait, merci. Donc, on reprend pour le grattage méthodique de Brock. Donc, comme vous voyez, le grattage méthodique de Brock, il est spécifique pathognomonique du psoriasis. Alors, dans l'idéal, on le fait avec une curette. La curette, c'est ce que vous voyez là. Donc, elle a un petit bord incurvé. Alors, non seulement elle sert à faire le grattage, mais également, par exemple, à enlever certaines lésions, telles que le molluscum. Ou il y a des petites lésions qu'on peut également faire l'exérèse avec cette curette-là. Alors, le grattage méthodique de Brock peut également se faire avec donc un abaisse-langue. Maintenant, il y a des signes pathognomoniques que vous connaissez. Donc, normalement, vous avez le temps de faire une petite recherche. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les 3 signes qui sont typiques? Donc, 3 signes du grattage méthodique de Brock. S'il vous plaît. Oui, merci. Signe du blanchiment. Encore, oui. Encore. Désolée, je ne vous mets pas le son. Pourquoi? Parce qu'il a été désactivé. Sinon, franchement, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on puisse communiquer directement. Donc, on arrive à communiquer que par message. Donc, à côté du blanchiment, avec le blanchiment, qu'est-ce qu'on va retrouver? Avant d'abord le blanchiment. Alors, ces signes se succèdent. Alors, donc, il y a une succession de 3 signes qui doit se faire dans un ordre précis. Avant le blanchiment. Alors, déjà, quand vous grattez, vous vous attendez à... Donc, vous allez enlever un petit peu tout ce qui est couche superficielle. Donc le blanchiment de la lésion, c'est le deuxième signe. Desquamation, alors desquamation, on n'appelle pas ça desquamation, mais plutôt c'est le signe de la pellicule décollable. Alors le saignement vient en dernier, puis il a un nom particulier. Donc en premier lieu, dès que vous grattez, donc vous allez enlever ces squames-là, et on appelle ça donc la pellicule décollable. Donc ça va partir en bloc. C'est ce que vous voyez sur la photo. Alors, non seulement cette squame va partir, mais elle va entraîner un blanchiment de la lésion. Le blanchiment de la lésion étant le deuxième signe. Et puis, en dernier lieu, alors c'est ce que vous voyez, votre camarade parle de saignement, parle pas. Alors, c'est vrai que c'est une mise à nu des vaisseaux qui se trouvent au niveau des papilles dermiques, mais on va parler plutôt du signe de la rosée sanglante. Donc, il y a un petit piqueté de sang, donc un petit saignement. Donc, ces 3 signes-là constituent ce qu'on appelle le grattage méthodique de Brock qui est spécifique du psoriasis. Alors, maintenant, on revient au signe fonctionnel et au signe associé. On va commencer par le prurite. Alors, autrefois, on nous disait, voilà, le psoriasis n'est pas prurigineux. Alors, si vous avez un prurite, c'est que vous avez un terrain psychologiquement qui peut être derrière expliquer ce prurite-là. Cependant, les dernières, parce qu'on se rend compte que souvent, au contraire, les patients viennent en se plaignant plutôt de prurite. Pourquoi? Parce que les lésions peuvent être assez invalidantes. Alors, il faudra aller rechercher, je viens d'expliquer pour le signe, la tache de bougie. Alors, la tache de bougie, vous devinez que la bougie, alors quand on parle de bougie, on parle de bougie blanche, donc vous devinez que cela correspond, alors je réponds à votre camarade qui demande ce qu'est quoi le signe de la tache de bougie. Donc, ce qui correspond au deuxième signe, au blanchiment de la lésion, tout simplement. Alors, donc je reviens sur le prurite, parce que là, on va essayer de terminer quand même, hein, donc on n'a pas le choix. Merci. Donc, le prurite est un signe quand même qui est fréquemment retrouvé. Donc, dans 30 à 60% des cas, on va retrouver un prurite associé. Cependant, ce prurite il va beaucoup plus s'associer à une instabilité, donc aux phases lorsque le psoriasis est plutôt en poussée. Parce que, alors, quand on parle de poussée, donc c'est de poussée, c'est de plaques nouvelles qu'il s'agit. Parce qu'un psoriasis peut être stable, même en présence de lésions. Si les lésions sont anciennes, en général, les lésions sont peu prurigineuses. Mais avec le déclenchement ou l'aggravation, souvent, donc, il va y avoir une instabilité et donc un prurite associé.
Alors, l'évolution, bien sûr, elle est chronique. C'est une maladie chronique, on ne guérit pas du psoriasis, mais il peut y avoir des rémissions plus ou moins longues, hein. Il peut y avoir une évolution sur un seul tenant, comme il peut y avoir donc ces régressions, selon, on va voir, selon, les facteurs, donc aggravants. S'il n'y a pas de facteurs surajoutés, souvent les patients sont stabilisés, hein. Alors par exemple, maintenant, actuellement, ces jours-ci, on assiste un petit peu à une flambée, à une aggravation et des rechutes assez fréquentes avec le stress donc, chez les patients. Alors, l'évolution, elle se fait toujours sans cicatrice. Alors, quand on parle de cicatrice, parfois, il peut y avoir une petite hypochromie ou au contraire une petite pigmentation résiduelle. Alors, ces hypochromies, elles sont favorisées en général par les traitements dermocorticoïdes. Les hyperchromies, quant à elles, donc ces pigmentations, souvent font suite à des inflammations chroniques, mais avec le temps, elles finissent par régresser. Pourquoi? Elles ne sont pas irréversibles, donc il va y avoir une reprise de la mélanogénèse, ou au contraire, la dépigmentation va donc disparaître progressivement. Donc, rassurer le patient par rapport à cela. Quels sont les principaux diagnostics différentiels? Alors là, je vous laisse par contre regarder, faire votre petite recherche et regarder un petit peu les photos. Alors si vous avez des questions, alors normalement vous auriez dû préparer déjà ça, comme ça on aurait pu répondre pour ces diagnostics-là. Alors oui, vous avez, oui, question? Est-ce que la lésion, alors votre camarade demande, est-ce que la lésion peut apparaître à une zone puis s'étendre vers d'autres sites? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à votre camarade qui demande, est-ce que la lésion donc, peut apparaître sur une zone et s'étendre vers un autre site? Alors, j'aimerais bien que parmi vous puisse répondre à votre camarade comme ça pour voir si vous avez compris un petit peu le psoriasis de façon générale. Est-ce que quelqu'un peut répondre à votre camarade? Oui. Oui, alors non contagieux, oui. Alors oui, bien sûr, il n'est pas contagieux. Alors la question de votre camarade, c'est est-ce que les lésions, alors je répète un petit peu, est-ce qu'une lésion peut apparaître sur une zone et s'étendre vers d'autres sites? Mais en d'autres termes, est-ce que les lésions de psoriasis sont fixes? Bien sûr, enfin, vos camarades disent qu'il n'est pas contagieux, bien sûr, il n'est pas contagieux. Alors, j'ai une petite anecdote. Autrefois, on disait, on l'appelait un petit peu en jargon donc, commun. Donc, on disait l'wardi li ma yartah ma ya'di. Donc, pour vous dire que c'est une maladie chronique qui est non contagieuse. Alors c'est vous-même qui répondez à votre question. Elle peut commencer sur une zone atteinte légère et puis toucher le visage, par exemple. Mais de toute façon, on attend juste la réponse de vos camarades. J'attends de voir si vous avez compris un petit peu ce que c'est que le psoriasis. Même vous, vous allez pouvoir répondre à votre propre question, hein. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Le psoriasis, c'est quoi? C'est une maladie inflammatoire chronique, mais qui est due à quoi? Qui est due donc à une dysrégulation de la différenciation kératinocytaire et à la présence de phénomènes inflammatoires. Alors cela suppose que, alors on a qui peuvent être plus touchés par rapport à d'autres. Alors, votre camarade, il a raison de dire, voilà, il y a des zones plus touchées que d'autres. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène, par exemple, traumatique, le phénomène de Koebner qui peut être donc incriminé dans l'apparition de localisation, donc, par exemple, au niveau des coudes et des genoux. Mais pour répondre à votre camarade qui demande si les lésions sont fixes et s'il peut y avoir, exactement, donc vous avez répondu un petit peu à votre propre question. Alors, bien sûr que le psoriasis peut se localiser sur d'autres sites. Alors, je continue un petit peu sur l'explication que je vous donnais tout à l'heure. Alors, les troubles de différenciation kératinocytaire touchent tout le tégument. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on va avoir des zones bastions. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes traumatiques qui vont être incriminés, mais on a le droit de faire du psoriasis sur n'importe quelle zone du corps, hein. Donc, on peut en trouver. Cependant, par exemple, le visage reste un petit peu plus rare. La localisation du visage, elle est un petit peu plus rare chez l'adulte que par rapport à l'enfant. Donc, mais sinon, on peut avoir donc une lésion. Les lésions peuvent s'étendre, elles peuvent se localiser ailleurs, elles peuvent disparaître. Il peut y avoir donc des localisations, mais les zones quand même bastions, les localisations bastions restent les plus fréquentes, hein. Donc, c'est des zones communément observées. Alors, on revient un petit peu sur les diagnostics différentiels. Alors, il nous reste une demi-heure, on va essayer de terminer donc. Donc, on ne peut pas stopper par traitement.
Alors, pourquoi pensez-vous qu'on ne peut pas stopper alors, les traitements? Alors, on ne traite que les plaques de psoriasis, on ne fait pas le don. Alors, je réponds à votre camarade qui demande, si, il touche d'autres sites, on ne peut pas stopper par traitement. Alors, en général, les localisations restent stables. C'est vrai qu'il peut y avoir une aggravation. Alors, souvent dans l'aggravation, on va retrouver des facteurs favorisants. Mais maintenant, on donne de traitement, on ne met de traitement que sur les lésions de psoriasis. On ne met pas de traitement pour prévenir les lésions de psoriasis. Maintenant, on peut s'aider un petit peu par l'hydratation, mais on ne traite que les zones touchées par du psoriasis. D'accord? Sinon, maintenant, on va se dire c'est toute la peau qui va être touchée. Quoique, également à travers, donc vous avez tout ce qui est crème émolliente, vous avez également les dérivés à base d'huile de cade qui peuvent un petit peu améliorer l'état, donc, enfin, on va dire l'homéostasie cutanée. Donc, on va utiliser, c'est un petit peu, c'est comme des shampoings donc, avec lesquels le patient va se laver tout le corps pour un petit peu éviter, on va dire, éviter quand même qu'il y ait d'autres localisations et donc améliorer cet équilibre donc kératinocytaire pour éviter donc des rechutes. C'est tout, mais sinon on ne traite que les lésions de psoriasis. Ça ne sert à rien de mettre des traitements ailleurs, sur une zone indemne. Alors, diagnostic différentiel. Diagnostic différentiel, alors, juste toucher, je vous en prie. Alors, Reham, allez. Donc, vous avez des diagnostics différentiels. Alors, le pityriasis odorosé de Gipper, on l'a vu hier. Le parapsoriasis, pareil. On a vu le digitiforme, mais il peut y avoir une forme en plaque. La forme en plaque ressemble un petit peu à s'y méprendre au psoriasis, mais avec certaines nuances sémiologiques. Vous avez le pityriasis rubrapilaire, qui est également une maladie à différenciation de la différenciation kératinocytaire. Alors, elle va se manifester par des papules kératosiques, par des plaques érythématosquameuses. Et puis également, vous avez surtout une kératodermie palmoplantaire orangée, qui est caractéristique donc, de ce pityriasis rubrapilaire. De toute façon, je vous invite à regarder un petit peu les photos, à refaire une petite recherche bibliographique. Vous avez les dermatophytoses, donc les dermatophysies, tout ce qui est mycose. Bien sûr, vous avez le lupus. Alors, le lupus érythémateux subaigu, je vous ai dit dans le lupus, qui est une maladie de système, on peut avoir plusieurs formes. Alors, celui qui se rapproche et qui va se présenter sous forme de lésions érythématosquameuses, principalement localisées au niveau des zones photoexposées, ça va être le lupus érythémateux subaigu. Alors, il peut y avoir un lupus systémique associé ou non. Donc, on peut retrouver des auto-anticorps ou non. Pourquoi? Parce que parfois le lupus peut être juste localisé au niveau de la peau, donc d'où l'intérêt de rechercher, de faire une recherche immunologique. Et puis, bien sûr, vous avez tout ce qui est éruption médicamenteuse. Donc, les lésions peuvent apparaître sous forme de plaques érythématosquameuses. Maintenant, on va passer aux formes cliniques. Donc, on a vu la forme commune. Donc, puis comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir donc des localisations ailleurs. Alors, ces localisations, elles sont un peu caractéristiques. Elles nous permettent de poser le diagnostic. Alors, au niveau du cuir chevelu, alors je vous ai mis 2 photos. Alors, là, vous avez carrément un casque psoriasique, donc un casque avec des squames, un érythème. Alors, en général, on voit un petit peu au niveau de la lisière, comme vous le voyez sur la photo du haut. Donc, on ne va pas dire par transparence, mais souvent la lisière de la plaque va apparaître érythémateuse. Là, on voit que les squames sont très épaisses, elles engluent pratiquement les cheveux. Sur la photo juste en bas, vous avez donc au niveau de la lisière du cuir chevelu, cette petite couronne érythémateuse, finement squameuse. Alors, prenant un aspect gras, le psoriasis du cuir chevelu est appelé, alors communément maintenant, sébopsoriasis. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect gras, gluant un petit peu, qui nous fait évoquer une autre maladie que vous connaissez, s'il vous plaît. Alors, je rapproche le micro. Alors, il est pratiquement collé, hein, le micro. Hein. Je suis désolée, mais là, essayez d'augmenter le son, s'il vous plaît, chez vous, peut-être. Donc, le micro, je ne peux pas le rapprocher plus que ça. Donc, comme je vous disais, ces localisations au niveau du cuir chevelu vont être un petit peu différentes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on parle de sébopsoriasis. Quand on parle de sébopsoriasis, ce qui ressort, c'est le caractère très séboréique, qui nous fait rappeler une maladie que vous connaissez probablement, qu'on appelle oui, s'il vous plaît, la dermite séboréique.
Parfait. Alors maintenant, bien sûr, parfois c'est un petit peu compliqué de poser le diagnostic lorsqu'on a un psoriasis isolé du cuir chevelu. Les 2 pathologies se ressemblent un petit peu, mais il y a des localisations qui vont évoquer l'un des 2 diagnostics, qui vont aller donc vers l'un ou l'autre. Est-ce que vous connaissez ou non? Donc les localisations de la dermite séborrhéique, bien sûr pour le sébopsoriasis, on s'attend à avoir d'autres lésions sur des zones notamment bastions. Par contre, pour la dermite séborrhéique, quelles sont les autres localisations qui sont un petit peu caractéristiques de la maladie? Oui, merci. Alors, je regarde votre réponse. L'oreille, oui. Alors, pour l'oreille, on peut avoir aussi bien la localisation du psoriasis, elle peut être celle du pso ou les sillons nasogéniens, très bien. Le visage, alors c'est plus les sillons nasogéniens. Alors, pour la dermite séborrhéique, ça va être des localisations sur des zones d'hyperséborrhée. Alors, on va retrouver les sillons nasogéniens, mais notamment au niveau le tronc, donc au niveau plutôt oui, arcade sourcilière, parfait, au niveau des sourcils. Et puis vous avez au niveau du dos et bien sûr au niveau du thorax. Donc ces localisations. Et puis l'aspect, il est finement squameux, il ne ressemble pas tellement à celui. Donc on a un érythème qui est moins bien limité que celui du psoriasis. Alors il y a un élément très important que vous allez devoir garder en tête. Donc on a vu sur les 2 photos, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a un élément sémiologique qui doit, parce qu'on a des plaques squameuses, maintenant érythémateuses, plus ou moins érythémateuses au niveau du cuir chevelu. Premier diagnostic à éliminer, hein. Bah, d'emblée, exactement, non à l'alopécie. Le psoriasis ainsi que la dermite séborrhéique n'entraînent pas d'alopécie. Donc, les casques, donc les lésions de psoriasis, vont être traversées par des cheveux qui vont être sains. Donc, le caractère non alopécien, il est très important à rechercher, donc à retrouver. Dès que vous êtes face à une alopécie, l'autre diagnostic d'emblée à évoquer, ça va être bien sûr les TN. Le psoriasis inversé, donc le psoriasis inversé, comme son nom l'indique, donc c'est des localisations atypiques, mais ça reste quand même assez fréquent. Alors, comme vous le voyez sur les photos, là j'active, normalement c'est à vous de répondre pour un petit peu d'interagir et de vous fixer des idées, mais là je vais essayer de faire vite. Donc, comme vous le voyez, donc on a des plaques plutôt érythémateuses, donc on ne voit pas de squame. Alors, par contre, les plaques sont très nettes. Vous voyez la bordure. Alors, il y a un nom particulier qu'on donne pour le psoriasis du siège chez le tout petit, qu'on appelle le napkin, donc psoriasis ou le psoriasis des langes. Et comme vous le voyez, donc, il va se localiser au niveau, donc, sur la zone habituellement, celle donc de la couche du petit. Et puis, il y a des phénomènes probablement irritatifs donc associés, mais sachez que tous les plis peuvent être touchés, hein. Donc, là, vous avez un ombilical, la psoriasis ombilicale. Là, vous avez des plis axillaires. Mais vous voyez qu'on n'a pas. Alors, sur le pli axillaire, c'est un peu particulier. Vous voyez qu'on a l'impression qu'il y a un petit enduit. Alors, les squames peuvent être, étant donné la localisation et puis le caractère un petit peu humide donc, de cette localisation, donc les squames vont laisser plutôt place à ce petit enduit. Alors, à différencier de l'enduit, bien sûr, qu'on verra ensemble dans les candidoses, hein. D'ailleurs, c'est le principal diagnostic différentiel. Donc, c'est plutôt, mais cliniquement, comme vous le voyez, donc c'est des plaques érythémateuses, d'un érythème. Alors, l'érythème, il est rouge, vif, vernissé, brillant, bien limité, et puis, bien sûr, pratiquement, il y a une absence de squame, hein. Euh, donc, principal diagnostic différentiel, ça va être les autres intertrigaux. Alors, vous avez des intertrigaux bactériens, mycosiques, il y a d'autres étiologies, bien sûr, à rechercher. Et devant ce type de psoriasis, donc, votre réflexe, ça va être d'aller rechercher d'autres localisations, notamment sur les zones bastions que vous connaissez. Alors, l'examen, j'ai oublié de vous dire, donc, concernant le psoriasis, excusez-moi, donc, concernant l'examen du patient psoriasique, alors il doit être complet, hein. Pourquoi? Parce que vous avez bien sûr les localisations cutanées, mais vous avez également les localisations notamment au niveau des ongles qui sont typiques et qui sont plus évocatrices. Certaines ne sont pas vraiment pathognomoniques, mais très évocatrices du psoriasis. On verra ça dans le détail.
Alors, à côté de ça, vous avez la teinte muqueuse. Alors, pour la teinte muqueuse, vous avez 2 types de localisation. Vous avez ce qu'on appelle la langue géographique, comme vous voyez là, on a l'impression qu'il y a un petit dessin sur la langue et puis vous avez la langue scrotale avec des fissures qui vont être profondes. Alors, pour les 2 manifestations, ces 2 manifestations vont être asymptomatiques. Parfois, il peut y avoir une petite sensation comme ça, un petit peu désagréable, mais donc, ayez le réflexe de faire tirer la langue à votre patient. Et puis, par contre, ces aspects-là ne sont pas pathognomoniques du psoriasis. Chez la population générale, alors on va retrouver ces aspects-là sans pour autant que le patient, enfin, que la personne soit atteinte de psoriasis. Donc, on va retrouver par contre chez 2 à 5% des patients psoriasiques cet aspect-là. Alors, donc là, je vous ai donné la réponse. Donc, il s'agit de la langue géographique et de la langue donc, ou marginée donc, exfoliante. Et puis, vous avez la langue scrotale en bas. Concernant la teinte muqueuse, alors pour la teinte muqueuse, alors souvent elle passe inaperçue. Alors bien sûr, les patients ne consultent pas, rarement ils consultent, hein. Alors, elle n'est pas vraiment fréquente, mais souvent, il y a une petite honte à consulter pour cette zone-là, quoique il faudra demander à votre patient, même si, alors quand vous examinez, vous lui posez la question quand même. Pourquoi? Parce que ça peut être gênant. Alors, et puis, bien sûr, il faudra adapter le traitement parce que votre patient, le traitement qu'on va donner à appliquer sur la peau ne va pas être le même que celui appliqué sur la muqueuse. On a vu hier, c'est des zones fines, fragiles, sur lesquelles on peut avoir des effets secondaires. Alors, c'est une atteinte qui est sous-évaluée. Alors, elle est plus fréquente chez l'homme. Alors maintenant, chez la femme, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de taches érythémateuses, la muqueuse sera un petit peu rouge, mais il faudra rechercher les signes associés, bien sûr, les plaques érythémato-squameuses, donc notamment un psoriasis éventuellement inversé. Vous avez d'autres localisations qui ont été décrites. Alors, vous avez bien sûr les autres muqueuses, elles sont rares, hein. Et puis, vous avez les principaux diagnostics différentiels de l'atteinte génitale. Alors, vous avez tout ce qui est balanite, post-it. Alors, je vois votre camarade chez la population générale. Alors, votre camarade demande si l'aspect de cette langue n'est pas pathognomonique d'autres maladies. Non, 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 pas particulièrement. Ça peut être normal. Enfin, on ne va pas dire physiologique, mais sans conséquences pathologiques, on va dire asymptomatiques. C'est des aspects un petit peu particuliers, mais disons, ça n'est pas pathognomonique que du psoriasis, hein. Bah, il faudra un petit peu regarder, oui, il faudra regarder. Il faudra toujours avoir le réflexe. Maintenant, en examinant, parfois même pour autre chose, on découvre, hein, on découvre. Je reviens par exemple sur le diagnostic du mélanome. Parfois, on découvre un mélanome chez un patient qui était venu pour autre chose. Alors, notamment, on va parler des mélanomes nodulaires, mais chez les personnes âgées, par exemple, le mélanome de Dubreuil qui va se localiser au niveau du visage va être fréquent. Donc, c'est les petites macules là pigmentées. Donc, il faut avoir l'œil tout simplement, il faut regarder, il faut avant tout ne pas se contenter que de ce qu'on vous donne. C'est un petit peu pareil pour les cours, ne vous contentez pas de vos cours, il faut lire aussi également. Et puis aller être uniciste, faire un examen clinique à la recherche d'autre chose. Donc, vous avez les diagnostics différentiels. Bien sûr, on a les eczémas, les mycoses, vous avez tout ce qui est pathologie inflammatoire, balanite, postite chronique, et puis vulvite et balanite de Zoon. Concernant la teinte des ongles, alors là également, ça n'est pas, quand on parle de manifestations non pathognomoniques, c'est vrai que là, on peut les retrouver par exemple dans la dermatite atopique, dans la pelade, on peut retrouver ailleurs donc ces aspects-là, mais ils sont infréquents, notamment pour l'aspect ondé à coudre, avec ces petits piquetés, donc ces petites dépressions au niveau de l'angle, comme vous le voyez sur la petite photo de gauche. On peut avoir une onycholyse, donc un aspect de tache d'huile, un décollement comme vous le voyez au niveau de l'angle. Et puis au stade ultime, on peut carrément avoir une destruction avec hyperkératose, comme vous voyez sur la photo du bas. Alors sur cette photo du bas, sincèrement, le diagnostic il est différentiel, il est difficile à faire, à établir avec celui d'une onychomycose, hein. Donc vous avez bien sûr ce qu'on voit, alors une hyperkératose, une onycholyse, alors sur certains angles, il y a carrément une destruction de l'angle associée à ce qu'on appelle une paronychie. Paronychie, c'est cet érythème qui va donc entourer l'angle et qui va se localiser au niveau donc du pourtour pourtour de l'angle. Principal diagnostic différentiel, onychomycose, hein. Et pour faire la différence, tout simplement, on va faire pratiquer un examen mycologique. Alors, d'autres localisations, alors pour la palmoplantaire, là on va essayer un petit peu de faire vite.
Donc, vous avez plusieurs types, donc soit localisation diffuse ou en îlot. Et puis, vous avez deux formes particulières, alors qui sont pustuleuses. Hein. On parle d'acrodermatite continue de Halopo et d'apustulose palmoblantaire de Barber. Alors là, c'est pour la pustulose à droite, donc sur les deux plantes des pieds, c'est la pustulose palmoplantaire de Barber. Et puis là, vous avez donc l'acrodermatite continue de Halopo. Qu'est-ce qu'elle a comme spécificité, comme particularité, cette acrodermatite? Alors, elle fait souvent suite à un traumatisme. D'ailleurs, souvent, elle va se localiser au niveau du pouce ou au niveau de l'orteil. Donc, on va avoir une atteinte comme ça, pustuleuse, douloureuse souvent. Alors, vous devinez que c'est assez invalidant pour les deux localisations. Et donc, c'est une forme. Alors, le psoriasis peut se manifester que sous cette forme-là. Hein. Donc, il faut connaître ces formes-là. Comme on peut avoir, c'est carrément ces hyperkératoses, qu'elles soient donc qu'elles se localisent au niveau des mains ou des pieds, et ça va être des diagnostics donc étiologiques. Donc le principal diagnostic à évoquer, ça va être le psoriasis. Alors en matière de kératodermie palmoplantaire, on n'a pas que le psoriasis. Vous avez deux grands groupes. Vous avez les kératodermies palmoplantaires congénitales et puis vous avez les kératodermies palmoplantaires acquises. Donc là, il faudra rechercher un petit peu et faire votre petite bibliographie. Là, on passe rapidement. Alors, vous avez un certain nombre de diagnostics différentiels. Donc là, vous les avez. Il faudra également aller faire une recherche et lire à quoi correspond donc chaque diagnostic différentiel. Alors, juste un petit mot sur l'acrokératose psoriasiforme paranéoplasique de Basex. Alors, le terme paranéoplasique, je pense que vous le connaissez, j'espère. Vous en avez déjà entendu parler ou non? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que le terme paranéoplasique? Quand on parle, oui. Merci. Alors, je regarde. Ah, vous ne connaissez pas? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Est-ce que quelqu'un connaît le terme paranéoplasique? Alors, oui, on va décortiquer un petit peu le terme. Oui, alors oui, associé au cancer, oui. Alors, c'est des dermatoses. Effectivement, ce ne sont pas des localisations, ce ne sont pas des métastases. C'est alors, soit des dermatoses ou d'autres manifestations. C'est pareil pour l'hypocratisme digital. Donc, c'est des manifestations, exactement, c'est des manifestations cliniques associées donc à un certain nombre. Alors là, vous avez principalement les cancers aérodigestifs et elles évoluent en même temps que votre néoplasie, c'est-à-dire ici il y a une guérison, elles vont disparaître. Donc c'est à partir de là donc dérive le terme paranéoplasique. Donc ça, c'est pour les formes hyperkératosiques. Maintenant, pour la forme pustuleuse, alors il y a une maladie, donc vous avez les eczémas, dermatophysie, là, globalement, vous connaissez. Puis vous avez la maladie de Fessinger-Leroy-Reiter, qui associe une uveiite, une arthrite, alors une pustulose, et qui est due à, est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Vous en avez déjà entendu parler, probablement, c'est une maladie? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? La maladie de Fessinger-Leroy-Reiter. Pouvez-vous me répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la maladie de Fessinger-Leroy-Reiter? Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes encore là? Quelqu'un peut me dire ce que c'est que la maladie de Fessinger-Leroy-Reiter? Oui. Alors, je regarde votre réponse. C'est une IST, effectivement, qui est due à quoi? Très bien, à chlamydia. Donc, c'est une infection à chlamydia. Parfait. Allez, on passe. Alors, vous avez d'autres localisations. Donc, la localisation du visage reste rare. Mais là, vous voyez qu'il y a un aspect séborique, hein, donc carrément, qui ressemble un petit peu. Là, quand même, cette localisation, comme celle que vous voyez sur la photo elle est exceptionnelle. Hein. Donc, souvent, c'est des petites lésions qui peuvent être associées et touchent surtout l'enfant. Hein. Donc, le diagnostic différentiel, le principal. Tout à l'heure, vous aviez parlé de la localisation au niveau du conduit auditif, donc au niveau du conduit auriculaire. Donc, vous voyez que là, il peut y avoir des lésions. Alors là, c'est un petit peu difficile, hein, c'est compliqué de faire la différence entre dermite séborique et psoriasis. Heureusement que les deux traitements un petit peu se rejoignent. Donc là, on pourra, quoique pour la dermite séborique, souvent on va donner un traitement antifongique. Et puis, je vous ai dit, avec maintenant les connaissances actuelles, on tend à individualiser non pas le psoriasis du visage et du cuir chevelu comme tout seul, mais on parle plutôt de sébopsoriasis, c'est-à-dire cette composante séborique va être un mécanisme pratiquement incriminé dans la genèse donc, de ces lésions de psoriasis. On enchaîne là. Alors, vous avez les formes graves. Alors, dans les formes graves, on va essayer de faire vite un petit peu. Donc, dans les formes graves, vous avez l'arthropathique, l'érythrodermie,
psoriasique et bien sûr le psoriasis pustuleux généralisé parce que la forme localisée quand même a un meilleur pronostic. Alors pour le psoriasis arthropathique, alors il touche, comme on l'a vu, le tiers des cas, hein. Donc ces lésions, donc les lésions cutanées précèdent souvent une atteinte articulaire et parfois même devant quelques lésions psoriasiques, on va retrouver cette atteinte articulaire. Alors il nous reste 10 minutes, là il faudra qu'on active. Donc, le rhumatisme, qu'est-ce qui va se... Alors d'abord, il va se manifester comment? Ça va être un rhumatisme inflammatoire séronégatif. On va rechercher notre facteur rhumatoïde et notre recherche va être négative. Alors, c'est pour ça que des critères ont été établis alors pour différencier une atteinte arthropathique d'origine psoriasique d'un rhumatisme inflammatoire, donc d'autre origine. Alors, les critères Caspar, normalement, vous auriez sans... Alors, je reviens un petit peu juste pour vous montrer. Alors, concernant les manifestations cliniques, donc on va avoir cet aspect-là, avec un aspect boudiné, donc ce qu'on appelle les doigts en saucisse, donc comme vous le voyez sur la photo de droite. Également, on va retrouver les doigts en saucisse au niveau des orteils. Et puis là, vous avez carrément une déformation presque avec un coup de vent, hein, comme vous le voyez, qui ressemble à celle quand même de la polyarthrite rhumatoïde, qui va être le principal diagnostic différentiel, ainsi que la spondylarthrite ankylosante. Alors bien sûr, on a des lésions, oui. Alors, il n'y a pas de parallélisme. Votre camarade demande s'il y a une évolution donc, parallèle entre l'atteinte cutanée et articulaire. Eh bien non. Parfois, on peut avoir un rhumatisme psoriasique seul, sans manifestation. Enfin, les manifestations peuvent être guéries. Par exemple, le psoriasis peut être en rémission et avoir des manifestations articulaires. Ce n'est pas parce qu'on a un psoriasis, une forme sévère, qu'on a forcément aussi également une atteinte articulaire. Donc, il n'y a pas de parallélisme. Mais il faudra toujours aller rechercher cette atteinte articulaire qui se retrouve quand même dans un tiers des cas. Pourquoi? Parce que non seulement elle va être invalidante, on va avoir donc ces aspects-là, ces déformations, on va avoir également parfois des douleurs. Les douleurs axiales, isolées, peuvent être en faveur d'un rhumatisme psoriasique. Et puis parfois, on a carrément une lyse osseuse, une destruction avec présence d'ostéophytes. Alors, et puis, il y a une atteinte particulière maintenant qui a été donc individualisée. Il y a ce qu'on appelle l'ostéolyse, alors avec dystrophie inguéale. Alors, si vous avez un orteil comme ça qui est boudiné avec donc avec une atteinte de l'angle, il faut faire une radio parce que souvent, on va retrouver des images radiologiques évocatrices. Alors que ce soit au niveau des orteils, au niveau des mains ou au niveau des pieds. Alors là, par contre, vous allez devoir rechercher faire votre recherche bibliographique pour rechercher ce qu'on appelle les critères Caspar. Alors, les critères Caspar, alors ils sont spécifiques au psoriasis. Merci à vous. Allez, donc on passe rapidement, comme ça on pourra terminer. Il nous reste 7 minutes. Alors, vous avez la forme pustuleuse. Alors, pour la forme pustuleuse, alors souvent, alors que ce soit pour la forme pustuleuse ou encore érythrodermique, on verra tout à l'heure, souvent, elles vont faire suite à l'utilisation, à la prise médicamenteuse. Et parmi les médicaments, donc, bien sûr, on en a déjà vu, et puis vous avez les corticoïdes. Alors, il faut garder en tête que les corticoïdes, par voie générale, souvent vont aggraver votre psoriasis. Il va y avoir une amélioration. Pourquoi? Transitoire, pourquoi? Parce qu'il y a bien sûr un effet anti-inflammatoire, mais aggravé par la suite, entraîner des flambées, voire l'apparition de ces formes-là, qui sont quand même des formes graves. Alors, bien sûr, c'est des pustules stériles, hein. Donc, sur le plan clinique, c'est si on fait un prélèvement bactériaux, donc il y a des polynucléaires neutrophiles qui peuvent être altérés, mais sans atteinte bactérienne. Il y a deux formes cliniques. Vous avez la forme généralisée von Sombusch qui va s'accompagner de manifestations générales. Et puis, vous avez les formes annulaires. Vous avez deux formes annulaires qui sont de meilleurs pronostics. Le principal diagnostic différentiel, c'est la pustulose exanthématique aiguë généralisée, qui est une toxidermie, les toxidermies étant les réactions médicamenteuses. Alors vous voyez là, donc vous avez un bloc Lapierre, puis vous avez un von Sombusch. Vous voyez qu'à la fin, donc ces pustules vont se décoller, donc il va y avoir donc une coalescence des pustules et entraîner carrément un petit décollement, hein. Donc vous voyez là, vous avez un enfant. Alors, bien que ça soit rare, on peut voir ça. Donc, il y a une forme clairement qui est annulaire. On voit que c'est des anneaux. Il y a une localisation arciforme. Alors, donc là, je passe rapidement parce que je viens de vous expliquer cela. Vous avez la forme érythrodermique. Maintenant, concernant la forme érythrodermique, vous avez deux formes, une forme humide et une forme sèche. Alors, la forme humide, elle a un pronostic un peu plus défavorable par rapport à la forme sèche.
Et puis là, il faudra guetter tout ce qui est manifestation générale. Donc, c'est des patients hospitalisés, donc il faudra voir s'il n'y a pas de retentissement. Alors, quand on perd, il faut garder à l'esprit que lorsqu'on desquame ou lorsqu'on fait des éruptions bulleuses ou pustuleuses, on va perdre des protéines. Non seulement on va perdre des protéines, mais également on va perdre des électrolytes. Donc, il peut y avoir des retentissements. Et là, il faudra toujours pratiquer un ionogramme, rechercher bien sûr une hypoalbuminémie éventuellement associée et essayer de faire donc un nursing et de pallier à ces déficits-là. Alors, principal diagnostic différentiel, ça va être les autres causes d'érythrodermie. Alors, dans les érythrodermies, bien sûr, il y a beaucoup de pathologies donc, qui peuvent se compliquer d'érythrodermie. Et puis, bien sûr, garder en tête l'érythrodermie d'origine lymphomateuse. Donc, il y a un lymphome qu'on appelle le syndrome de Sézary qui peut donc se manifester sous forme d'érythrodermie. Alors là, vous avez des photos. Là, je vais aller un petit peu rapidement pour terminer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc là, vous avez lu, on en a parlé pour le VIH et pour la grossesse. Alors, chez l'enfant, c'est particulier. Vous avez bien sûr le rôle du streptocoque. Alors, il existe le psoriasis chez l'enfant, mais avec cet aspect en souvent particulier, il s'agit souvent d'une forme en goutte, hein, avec parfois une localisation au niveau du visage, comme vous le voyez sur les photos, et puis ce fameux napkin psoriasis. Alors, le pronostic reste meilleur par rapport à celui de l'adulte, hein. Et puis, l'enfant n'est pas à l'abri de formes graves. On peut avoir carrément un psoriasis pustuleux, mais de façon générale, souvent, il y a une amélioration générale avec l'âge. Alors, ne pas oublier le retentissement. Le retentissement non seulement chez l'enfant, mais chez l'adulte, les parents, hein. Donc là, on passe rapidement. Alors, concernant l'évolution de la maladie, alors c'est une maladie chronique, hein, c'est une maladie chronique qui va évoluer par poussée rémission. Bien sûr, on ne va pas revenir sur tout ce qui est facteur déclenchant. Malheureusement, parfois l'évolution elle est imprévisible, hein, on ne peut pas toujours prévoir cela. Et puis, il y a une amélioration estivale dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que le soleil il a un petit peu le même rôle que la photothérapie ou la puvathérapie que vous allez voir dans les traitements. Alors, voici donc tout ce qu'il y a comme complications. Donc, vous voyez, donc il faudra essayer de les individualiser et de les traiter, hein. Donc, les complications peuvent être quand même sévères. Comme vous voyez, pour l'érythrodermie, on peut avoir une hypoalbuminémie, des anomalies électrolytiques, une insuffisance cardiaque, des pneumopathies, des surinfections bactériennes. Donc, ne pas, même si la maladie, en général, elle est bénigne, dans certains cas, elle va être sévère et nécessite une prise en charge rapide et adéquate avec surveillance de certaines constantes. Concernant le psoriasis et comorbidité, alors il a été établi qu'il y a des connexions physiopathologiques, hein. C'est pour ça que, alors là vous avez une liste de comorbidités, donc je vous laisse les regarder à tête reposée. Donc il s'agit principalement du syndrome métabolique. Vous avez tout ce qui est donc cardiopathie ischémique, AVC, donc tout ça. Donc c'est à rechercher. Donc gardez à l'esprit. Et puis vous avez la dépression. La dépression également est une comorbidité qui est fréquemment associée, bien sûr, sans oublier les maladies inflammatoires du tube digestif. Alors pour le traitement. Alors, il faut bien expliquer aux patients, hein. Donc là, vous avez une série de recommandations. Alors, comprendre la maladie permet une meilleure observance, hein. Donc, je passe un petit peu rapidement, hein. En matière de traitement, donc vous avez tout ce qui est traitement topique et traitement, donc, traitements généraux. Pour les traitements topiques, donc ça va être les dermocorticoïdes, hein. Là, je veux juste passer sur les planches parce que là, vous êtes censé les avoir lus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en même temps, comme ça je pourrais vous répondre parce que là, il reste très peu de temps. On va peut-être devoir un petit peu, oui. Donc vous avez tout ce qui est analogue de la vitamine D, donc il y a moins d'effets, mais il peut être irritant. Alors ces analogues vont être, alors actuellement il y a une crème associée aux dermocorticoïdes qu'on utilise nous, donc pour traiter le psoriasis. Alors que ce soit les dermocorticoïdes, les analogues de la vitamine D, vont être réservés au psoriasis donc léger, parfois modéré à sévère, notamment du cuir chevelu. Oui, il y a une question là. Oui, c'est le Devobet, effectivement. Et puis, bien sûr, ils seront utilisés selon ce qu'on appelle l'unité phalangette. Alors, l'unité phalangette, vous avez cherché ou pas? Alors, l'unité phalangette, il faudra rechercher ce que c'est qu'une unité phalangette. Parce que c'est important, ça ne sert à rien de se tartiner de beaucoup de crème, donc que ce soit pour les dermocorticoïdes ou les dérivés du calcipotriol. Vous avez d'autres traitements, donc ils vont avoir un effet kératolytique. Un effet kératolytique, c'est-à-dire des capants. Là, on va utiliser l'acide salicylique, l'urée éventuellement. Il y a d'autres traitements qui ont été proposés. Alors, vous avez la photothérapie, que ce soit la PUVA ou la photothérapie. Et puis, vous avez enfin, alors bien sûr, il faudra respecter les recommandations. Là, ça va se couper dans pas longtemps. Alors, on va enchaîner, peut-être juste ouvrir la session pour 5-10 minutes et puis par la suite, on va, parce qu'on termine là. Alors,
Traitement systémique, alors la citrétine, donc gardez en tête que la citrétine, ça va être un traitement qui est très tératogène, donc il faudra respecter les modalités. Donc on prescrit pas la citrétine chez la femme en âge de procréer, que ce soit chez la femme ou l'homme, hein. Même chez l'homme, donc il faudra faire attention. Donc il faudra donc éviter toute grossesse 2 à 3 années. Alors pour la femme, et la prescription devra toujours se faire avec une contraception efficace. Il faut faire très attention. Donc concernant tout ce qui est un rétinoïde synthétique systémique, hein. Alors, vous avez d'autres traitements, vous avez le méthotrexate.